Bien, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir à la médiathèque à l'occasion de cette rencontre avec Philippe Granarolo. C'est la reprise des animations de la médiathèque et vous avez tous en main le programme septembre-décembre, donc on espère vous voir très nombreux aux prochaines rencontres. Ce soir, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Granarolo. Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous connaissez parfaitement son parcours. Je vais simplement resituer peut-être le dernier livre qu'il vient de publier. Donc, docteur en philosophie et initiateur des cafés philo sur la commune de la Garde, et plus récemment de l'Université du Temps Libre, de votre parcours d'enseignant à vos réalisations en tant qu'acteur de la vie culturelle dans la cité, tout atteste de la volonté qui vous anime de faire vivre la philosophie au plus près de tous. Vous n'avez pas renoncé aux publications universitaires, mais il vous arrive de faire des incursions vers d'autres genres littéraires plus personnels, avec Mon rayon nostalgie, publié en 2017, qui relatait des souvenirs, 2007, pardon, les souvenirs de votre jeunesse, ou en 2010 avec la publication du diptyque Dumont-d'Urville, Un lycée, une vie, suivi de Preuves de philo à la folie. Des souvenirs de vos années d'enseignant au lycée et l'affirmation de votre passion pour l'enseignement de la philosophie. Le manifeste des esprits libres, donc, qui nous réunit ce soir, est votre dernier ouvrage, publié aux éditions L'Harmattan. Il s'inscrit dans une toute autre veine. Vous inaugurez une nouvelle collection qui permet de bien situer l'objet du propos, puisqu'elle s'intitule « Questions contemporaines ». C'est déjà un point important à souligner. Et le manifeste des esprits libres est donc un essai. Nous voilà donc renseignés sur la forme, mais pouvez-vous nous dire ce qui a motivé l'envie d'écrire ce livre et à qui il s'adresse? Alors merci Flora. Avant de répondre, je voudrais d'abord adresser mes remerciements à Flora Chemonté et à toute l'équipe de la médiathèque de m'accueillir ce soir, et remercier également Brigitte de l'Atoll Imaginaire qui fait partie intégrante de cette soirée, puisque c'est elle qui a mis mon ouvrage à votre disposition. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce livre? Flora a raison. Jusqu'à présent, j'avais écrit soit des ouvrages un petit peu... Je m'étais amusé à écrire des petits livres autobiographiques ou des ouvrages très philosophiques. C'est la première fois que j'écris vraiment un ouvrage consacré au monde actuel. Je le faisais jusqu'à présent dans des conférences ou dans des cafés philo. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais c'est la première fois que j'écris un ouvrage entier sur un phénomène contemporain qui nous inquiète tous, qui est le phénomène du terrorisme, qui est le phénomène de l'islamisme radical. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce livre? Je dirais trois sentiments, peut-être, on va les appeler ainsi. Une déception, un agacement et une ambition. Je vais les décliner. La déception, c'est que j'ai beaucoup lu sur ce sujet, parce que ce livre, il a une assez longue histoire, finalement. J'avais commencé à l'écrire il y a 4-5 ans, je m'étais arrêté, j'avais recommencé. Bon. J'ai donc énormément lu, comme peut-être beaucoup d'entre vous, parce que c'est quand même une des grandes questions que nous nous posons. J'ai lu énormément d'articles, de magazines, de revues, j'ai lu beaucoup d'ouvrages, et grande déception à la lecture de ces ouvrages. Grande déception parce que j'ai trouvé qu'on se situait soit dans ce que j'appellerais une sociologie de bazar, où on explique vraiment des choses par le petit bout de la lorgnette de façon très, très décevante, soit une psychologie un peu douteuse qui rabat le phénomène sur la psychiatrie, sur tous des malades mentaux, etc. Alors il y a quelques exceptions. Il y a quelques exceptions notables, j'en cite deux pour être juste avec mes comparses, je dirais, qui travaillent un peu dans la même direction que moi. Deux grandes exceptions à ce que je viens de dire. Le sociologue Pierre-André Taguieff, qui est un ami avec qui je corresponds depuis très longtemps. D'ailleurs, il y a un ouvrage collectif d'hommage qui lui sera rendu en fin d'année auquel je participe. J'irai au lancement de ce livre à Paris en décembre. Donc Pierre-André Taguieff a écrit récemment un très très beau livre qui s'appelle « L'islamisme et nous », Penser l'ennemi imprévu, que je vous recommande au CNRS Éditions. Et ça va paraître très mégalo ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que si vous lisez le livre de Taguieff et le livre de Granarolo, je vais vous faire de grosses économies, c'est pas la peine de lire autre chose sur l'islamisme, tout est présent dans ces deux ouvrages. La deuxième exception, c'est quelqu'un que je respecte depuis très longtemps, qui est le philosophe Pascal Bruckner, philosophe et écrivain, parce qu'il a écrit des romans également, vous le connaissez sans doute,
Et au lendemain des attentats de Barcelone, Pascal Brunner publie dans le Figaro un très beau papier dont le titre est le suivant: à éviter de désigner la religion comme cause du terrorisme, on s'égare. On s'égare. Ben, je signe dès demain. Nous sommes devant un phénomène religieux. Arrêtons de tourner autour du pot et de chercher des explications ailleurs que dans la religion. Nous sommes dans une forme d'intégrisme religieux. Et gommer cette dimension, c'est passer à côté du phénomène. Donc c'est ce que dit Taguieff dans tous ses ouvrages récents, c'est ce que dit Bruckner, et c'est ce que j'essaie de montrer. Donc ce livre est venu d'une déception. J'ai eu l'impression de combler un manque. Bien. Ensuite, un agacement. Un agacement devant ce que j'appellerais, et là aussi nous y reviendrons peut-être, le discours des déclinologues. Vous connaissez les déclinologues, Alain Finkielkraut, Houellebecq avec son roman Soumission, qui est d'ailleurs tout à fait remarquable au niveau romanesque. Plus récemment, Michel Onfray, qui a écrit un livre qui s'appelle Décadence, qui est le plus mauvais livre de Onfray, et il y en avait déjà de très mauvais auparavant. Donc, un agacement devant les déclinologues, ces gens qui nous disent de toute façon notre civilisation est foutue, c'est normal que des jeunes cherchent une voie vers l'islam et l'islamisme parce que la nôtre n'a plus rien à leur proposer, etc. Donc, non, un ras-le-bol devant ce discours pessimiste, sombre, défaitiste, etc. Bien. Et puis, dernier point, je dirais une ambition. Alors Flora l'a un peu évoqué. Je ne suis pas du tout un historien de la philosophie, même si je suis capable d'écrire des livres universitaires, et même si j'ai fait une thèse sur Nietzsche de 2000 pages, qui est hyper universitaire, sinon je n'aurais pas été reçu docteur d'État en philosophie. Bon. Mais je dirais que c'est à la marge. Fondamentalement, j'ai toujours eu l'ambition de faire de la philosophie un instrument de compréhension de la réalité présente. Toute ma vie, jeune professeur agrégé à Bastia, on m'avait confié l'antenne de la Maison de la Culture de la Corse, et j'avais fait pendant 2 ans des cycles de conférences sur l'écologie, sur la lecture, enfin, sur quantité de sujets de société. J'étais en avance, parce qu'à l'époque, ce n'est pas quelque chose qui était très fréquent. C'est bien après que sont apparus les cafés philo, la revue Philo Magazine, c'est 30 ans plus tard. Donc j'avais un peu d'avance sur ce plan-là. Et j'ai continué toute ma vie. Donc j'ai créé en 1995 avec Jean-Claude Gross l'Agora du Revers, qui a très bien marché pendant 6 ou 7 ans, on avait de très très beaux rendez-vous. J'ai contribué à créer les cafés philo à Sanary avec Françoise Vittel, et puis ensuite à la Garde. J'interviens dans les universités du temps libre. Bref, pour moi, la philosophie, c'est un instrument, c'est une lumière irremplaçable pour comprendre le présent. J'en veux pour preuve les titres que je donne souvent à mes cycles de conférences. Hier, j'ai intitulé mon cycle Philosophie contemporaine. Pendant des années, au Relais Perret, j'ai fait un cycle qui s'appelle Ces grands philosophes qui éclairent notre présent. Pour moi, la philosophie n'est pas une discipline érudite, nombriliste, où les philosophes parlent des philosophes. C'est un instrument irremplaçable d'éclairage. Et j'ai l'impression que rien n'avait été vraiment écrit de philosophique sur le phénomène de l'islamisme, du djihadisme, du terrorisme. Et j'ai eu l'ambition, effectivement, d'écrire cet ouvrage qui ne ressemble pas aux autres. C'est la petite prétention que j'ai. Mon ouvrage ne ressemble pas, sinon un tout petit peu à ceux de Taguieff, mais lui est sociologue, aborde le phénomène en sociologue. Mais à l'exception peut-être du livre de Taguieff, où on se recoupe quand même sur bien des points, aucun ouvrage sur le sujet ne ressemble exactement au manifeste des esprits libres. Donc voilà un petit peu comment les déclics qui ont déclenché l'écriture de cet ouvrage. Si l'on vous entend bien, n'accordons-nous pas trop d'importance ou un poids excessif à l'islamisme et aux attentats actuellement? Alors, oui, ça c'est aussi un des éléments qui m'a mené à écrire l'ouvrage. C'est le point de vue du philosophe. Le point de vue du philosophe, c'est un petit peu ce que l'ancien rédacteur en chef du Monde appelait le point de vue de Sirius. C'était Vincent Ponté, je crois, qui parlait de ça. C'est prendre un peu de hauteur. Ça paraît très ambitieux, mais en fait, c'est la nature même du philosophe. Si on ne prend pas un peu de hauteur, on n'est pas philosophe. De regarder les choses d'un peu plus haut. Et à plus long terme également. Très important, ce paramètre temps. Ça, c'est Nietzsche, qui est un peu mon maître à penser, qui me l'a appris. Qui reprochait aux philosophes de raisonner à courte vue, d'avoir pas cette vision à long terme des choses qui changent complètement. Quand on change d'échelle de temps, on change notre regard sur la réalité. Donc, effectivement, mon premier chapitre s'appelle « Mise en perspective ». J'essaye de relativiser les choses. Je conçois l'émotion, et même plus que l'émotion, la sidération, j'emprunte ce terme au regretté Glucksmann, que j'aimais beaucoup. Le terrorisme nous sidère, il est fait pour ça d'ailleurs, il est fait pour nous sidérer, pour nous tétaniser.
Donc il est tout à fait naturel, je suis comme vous tous, je suis sidéré quand j'entends ce qui se passe sur la promenade des Anglais un certain 14 juillet, je suis sidéré quand j'entends ce qui se passe sur les Ramblas de Barcelone, je suis comme chacun d'entre vous. Bon, simplement, j'essaye ensuite de sortir de cet état de sidération. Et j'essaye de relativiser, effectivement. Je conçois, effectivement, l'émotion, l'horreur, je conçois la détresse des victimes et des familles des victimes, et en même temps, j'ai quand même envie de rappeler que, rappelez-vous cette expression qu'on emploie de temps en temps, nous sommes en guerre. Ben, si vraiment nous sommes en guerre, c'est une guerre qui fait un nombre incroyablement faible de victimes, hein, comparé à toutes les guerres. Je parle des guerres napoléoniennes. La moindre guerre napoléonienne a fait 10 fois plus de victimes que le terrorisme dans les pays européens d'aujourd'hui. Ne parlons pas des 2 guerres mondiales qui ont fait des millions, des dizaines de millions de victimes. Vous avez beaucoup plus de chances de mourir sur autoroute que dans un attentat islamiste. Hein. Il faut quand même remettre les choses un petit peu à leur place. Et je crois qu'il y a une sorte... Et je cite Védrine, parce que j'ai mis des petites citations en exergue de chacun de mes chapitres, et Hubert Védrine dit le fait qu'on nous a fait croire que le terrorisme était la principale menace a fait beaucoup de tort à nos sociétés. Et je suis entièrement d'accord. Et je reprends ça dans un chapitre qui s'appelle « Angoisse fantasmatique », crainte justifiée et angoisse fantasmatique, dans lequel je montre qu'il y a un autre danger que celui des attentats, c'est la société policière qu'on est en train de mettre en place, la surveillance constante de chacun d'entre nous, les caméras partout, et le ridicule qu'il y a dans ces opérations, parce que jamais on n'empêchera un djihadiste qui est convaincu de faire un attentat et de perdre sa vie, de commettre un attentat. Donc, effectivement, j'essaye d'abord, dans un premier temps, au début du livre, de relativiser, de prendre de la distance, par rapport à un phénomène qui est certes troublant, inquiétant. Il y a le fait en plus qu'on est en paix en Europe, et c'est heureux, je ne fais surtout pas partie de ceux qui disent « Ah, il nous faudrait quand même une bonne guerre hein ». Bon, non, jamais vous m'entendrez dire ça. C'est heureux que nous soyons en paix depuis 70 ans. Mais en même temps, on est devenu un peu fragile, on est devenu un peu sensible. Hein. Imaginez un journal télévisé pendant la Seconde Guerre mondiale qui nous annonce la mort de centaines de soldats français ou de milliers. Aujourd'hui, quand il y a un soldat français qui meurt en Afrique ou en Afghanistan, ça fait la une du journal de 20 heures, on est tous traumatisés. Bon, c'est déplorable, évidemment, c'est triste qu'un militaire meure sur un territoire étranger, mais enfin, ça fait un peu partie aussi de leur métier. Hein. Donc, je crois qu'il faut relativiser tout ça. Il ne faut pas tomber dans l'obsession, dans le fantasme, qui en plus fait du tort. Je prends un exemple que je cite, j'ai un pays que j'aime beaucoup, qui est la Tunisie. Je cite la Tunisie, il faut aller en Tunisie, il faut continuer à aller en Tunisie, vous avez une chance infinitésimale de mourir dans un attentat en Tunisie. Encore une fois, vous avez beaucoup plus de chances de mourir dans votre voiture que dans un attentat en Tunisie. Donc ce tapage qu'on nous fait sur les attentats, qui est compréhensible à certains égards, est en même temps dommageable au niveau national, au niveau international. Donc j'essaye de relativiser tout ça. Vous relativisez, en même temps, au passage, vous égratignez peut-être un peu les médias qui justement font une caisse de résonance et amplifient et empêchent d'avoir un recul pour réfléchir. Tout à fait. Alors ça, c'est encore une fois, j'ai un maître à penser qui m'a presque tout appris, qui s'appelle Nietzsche. Hein, ça fait 50 ans que je vis avec lui. Mes épouses successives en ont été extrêmement jalouses. C'est un grand monsieur qui m'a presque tout appris, et en particulier... J'ai envie un jour d'écrire un recueil de textes sur ce que Nietzsche a dit des journalistes au XIXe siècle. C'est absolument fascinant. C'est absolument fascinant. Il a tout compris sur les médias d'aujourd'hui. Pourtant, à l'époque, c'était embryonnaire. Il a compris effectivement que les journalistes, et ce n'est pas de leur faute, il ne faut pas leur jeter la pierre, c'est le système médiatique qui est ainsi, hein, fonctionne à coup de scoop, à coup de choses qui font le buzz, comme on dit aujourd'hui. On parle des trains qui déraillent et pas de ceux qui arrivent à l'heure. C'est la logique même du système médiatique. Mais du même coup, ce système médiatique ayant pris l'importance qu'il a pris depuis des années et même des décennies, on est dans une vision faussée de la réalité. On est dans une vision faussée de la réalité. Donc on vit effectivement au jour le jour, à l'attentat, si j'ose dire, et du même coup, on ne nous laisse pas reprendre notre souffle pour prendre un peu de recul, pour avoir une vision un peu plus globale, et surtout, encore une fois, une vision à long terme. Il faut inscrire ce phénomène dans l'histoire de la civilisation. Ce n'est pas quelque chose qui est né avant-hier, c'est quelque chose qui a eu des précédents dans l'histoire, et je rappelle, et c'est peut-être une des raisons qui a fait que certains éditeurs ont été un peu
je dirais, fragile et un peu inquiet à l'idée de me publier, je rappelle quand même les monstruosités accomplies par la religion catholique, la Saint-Barthélemy et bien d'autres horreurs. Donc nous ne sommes pas devant un phénomène nouveau dans l'histoire. Que le monothéisme puisse prendre une forme sauvage, intégriste et assassiner des dizaines, des centaines, des milliers de personnes, c'est pas la première fois que ça se produit dans notre histoire. Il faut quand même avoir... Donc je parle d'une longue amnésie dans un des chapitres, la fin d'une longue amnésie. On avait oublié tout cela. Et heureusement, historiquement, notre catholicisme est devenu une religion très, très paisible, très pacifique, très tolérante, et on s'en réjouit. On avait oublié que la religion pouvait nous amener à tuer. Et je cite par exemple quelqu'un que j'aime beaucoup, je l'ai rencontré hier il y a 2 ans, dont je vous recommande le livre 2084, c'est Boualem Sansal, l'Algérien, qui dit « La religion fait peut-être aimer Dieu, mais on n'a rien trouvé de mieux pour détester son semblable et haïr l'humanité. » Trouver l'erreur, moi je trouve que c'est pas mal comme affirmation. On n'a pas trouvé mieux, hein. On n'a pas trouvé mieux que la religion pour détester ses voisins et haïr l'humanité. C'est le best. Hein. Bon, je ne dis pas que c'est que ça la religion, attention, entendons-nous bien, je parle de l'intégrisme dans mon livre. Mon livre n'est pas du tout anti-religieux, il est anti-intégriste. Il dénonce la croyance fanatique avec l'idée que là encore, désolé de le citer une nouvelle fois, que Nietzsche m'a appris, ce n'est pas le doute, dit Nietzsche, c'est la certitude qui rend fou. Inscrivez ça dans votre cerveau. Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Donc, ces terroristes qui nous effraient tant, sont-ils tous des musulmans? Parce qu'on nous parle parfois de bons musulmans, de mauvais musulmans. Ils n'auraient pas compris le Coran, ou ils appliqueraient à la lettre le Coran. Quel est votre point de vue? Alors, question très très importante, effectivement, et presque décisive même. Tout à fait essentielle. Au lendemain de chaque attentat, vous entendez, c'est un peu une ritournelle, on entend dire au fond, ils n'ont rien à voir avec l'islam, ils ne sont pas musulmans. Et il y a une femme admirable pour laquelle j'ai un respect total, que vous connaissez tous parce que vous l'avez vu X fois à la télévision, qui est la mère du parachutiste assassiné par Mohamed Merah, hein, c'est Latifa Imziaten. Donc c'est une femme pour qui j'ai un immense respect. Elle va, au lieu de s'effondrer de douleur à la suite de la mort de son fils, elle parcourt les banlieues en essayant de semer la bonne parole auprès des jeunes musulmans des banlieues. Donc j'ai un respect total pour cette femme. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit. On l'interviewe systématiquement. Elle a été reçue par le président Hollande il y a une année ou un peu plus. Elle dit, ils ne sont pas musulmans. Je dis, mais ça, c'est précisément le discours des islamistes. Qui, au sein de l'islam, fait le tri entre bons musulmans et mauvais musulmans? Mais ce sont les islamistes eux-mêmes qui passent leur temps à faire ce tri, qui dénoncent les musulmans qui ne sont pas de vrais musulmans, qui ne font pas le djihad, qui ne sont pas prêts à mourir, qui ne sont pas prêts à se sacrifier. C'est le propre de l'islamisme que de faire ce tri. Hein. Donc, oui, ils font partie de cette religion, hein, comme les catholiques qui égorgeaient les protestants à la Saint-Barthélemy étaient catholiques. Bon, il n'y a aucune raison d'exclure de l'islam, c'est la face noire de cette religion. Je ne dis pas que c'est toute la religion, loin de là, loin s'en faut. À aucun moment je dis ça dans ce livre, et je connais nombre de musulmans qui ont lu mon ouvrage et qui n'ont absolument pas été choqués à aucun moment. Il n'y a rien d'anti-musulman, d'ailleurs je m'attaque un peu à l'idée d'islamophobie, mais ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, il n'y a rien d'anti-religieux et d'anti-musulman dans ce livre, mais je dis il n'y a pas de raison, effectivement, comme le dit magnifiquement Bruckner dans l'article que je citais, d'écarter de la religion musulmane ces terroristes. C'est qu'on est devant un phénomène religieux. Pour mourir avec une ceinture d'explosifs, il faut être dans un contexte religieux. Il n'y a qu'un contexte religieux, ou idéologique, si vous voulez, qui va. Bon, l'idéologie aussi le permettait. On a oublié ce qu'était l'idéologie, hein, avec l'effondrement du mur de Berlin. On a oublié, rappelez-vous quand même, les attentats, les brigades rouges, etc. On a eu des attentats extrémistes nombreux en Europe dans les années 70-80. On a oublié parce qu'on a la mémoire courte. Pourquoi la mémoire courte? Parce qu'on vit au rythme des médias. Et au jour le jour, on a oublié tout ça. Hein. C'est derrière nous, ça s'est écroulé totalement. Cette mouvance a disparu. Pour toujours, j'en sais rien, je ne suis pas prophète. Donc voilà, n'écartons pas, effectivement, arrêtons de dire nous sommes devant quelque chose qui est totalement étranger à la religion. Alors je comprends le discours, évidemment, des musulmans eux-mêmes, qui essayent d'éviter qu'on les prenne pour des terroristes, et je comprends qu'ils disent, bon, oui, c'est pas des vrais musulmans. Je comprends, mais c'est pas parce que je comprends que je partage et que j'adhère à ce discours. Oui, ce sont des musulmans, même s'ils connaissent pas grand-chose à l'islam, même s'ils n'ont pas beaucoup lu le Coran, même s'ils ont une connaissance très superficielle, ils ignoraient parfois ce qu'était la religion musulmane 5 ans auparavant, et ce qu'il y a presque d'amusant, qui ne serait pas amusant si serait amusant si ce n'était pas aussi tragique, c'est qu'effectivement, ces jeunes qui ont
bien moins de connaissances de l'islam que d'autres personnes, vont égorger ces autres personnes au nom de la religion dont ils ne connaissent pas grand-chose. C'est quand même troublant pour le moins. Hein. Bon, c'est-à-dire que se permettre de dire qui est bon musulman, qui est mauvais musulman, qui j'ai le droit d'égorger au nom d'Allah et qui je dois au contraire vénérer au nom d'Allah. Voilà. Donc ceux qui disent qu'ils ne sont pas musulmans, sans s'en rendre compte, ils ont le même discours que les terroristes islamistes. Voilà. Ça c'est quelque chose sur lequel je vous demande de réfléchir parce que c'est rarement exprimé dans les médias. Alors, vous citez différents philosophes dans votre ouvrage, vous faites des références à Spinoza. Oui. Vous avez déjà cité Pascal Bruckner, Taguieff, qui n'est pas philosophe, mais voilà, différents penseurs, différents intellectuels. Est-ce qu'il y a une classification parmi ces intellectuels? Comment est-ce qu'on peut les ranger? Est-ce qu'il y a une même ligne de pensée qui s'affrontent? Enfin, quelles sont les thèses des uns et des autres? Je comprends très bien votre question. J'ai l'impression, si on veut aller vite, parce que c'est plus complexe que ça, qu'il y a deux grandes familles auxquelles je m'attaque dans ce livre. Bon, ce livre est positif, mais il est fondamentalement critique dans certains de ses aspects, il ne peut pas en être autrement, puisque je suis en désaccord avec un certain nombre d'analyses, je suis obligé de le dire. Là encore, certains m'ont voulu d'attaquer des gens très respectables par ailleurs. Bon, mais non, on a le droit au débat, on n'agresse personne en critiquant au niveau de la raison ceux avec quoi on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, on est dans une sorte de monde un peu calfeutré, très prudent. On n'aurait jamais le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. On croit qu'on attaque une personne parce qu'on dit oh, non, je ne suis pas d'accord avec ton idée, je te respecte infiniment, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Hein. C'est pour ça que j'aime le débat, c'est pour ça que j'aime les cafés philo, j'aime la discussion, j'aime le dialogue, parce que c'est ce qui fait notre humanité. Hein. Si on pensait tous pareil, ce ne serait pas la peine d'échanger entre nous. Bon. Donc, ça, c'est tout à fait important. Mais du même coup, effectivement, je m'attaque à deux familles de pensée que je trouve très représentées au niveau des discours et des articles et des livres qui paraissent sur le sujet, auxquels je donne des noms que je n'ai pas tout à fait inventés. Le premier, je ne l'ai pas inventé du tout, c'est les déclinologues, j'en parlais tout à l'heure. Les déclinologues, donc, ils sont nombreux, ils sont de différentes obédiences. Certains sont agnostiques, d'autres sont au contraire religieux. Je pense à Rémi Brague, qui est un très très bon philosophe par ailleurs, mais qui est pas loin de dire, au fond, il a écrit une page entière dans le Figaro que je cite dans l'ouvrage, en disant, mais on est en train de découvrir, d'avoir la preuve que c'est impossible de vivre sans Dieu et sans religion, et voilà ce qui nous arrive, et au fond c'est bien fait pour nous, on a voulu se débarrasser de Dieu et de la religion, mais du coup voilà, c'est l'apocalypse, et c'est un peu bien fait pour nous. Bon. Donc les déclinologues, ils sont religieux ou ils ne sont pas religieux, mais ils tiennent tous un peu ce même genre de discours, on est dans une civilisation qui... Bon, je ne crois pas du tout à ce discours. Il y a d'abord une raison. Je vous donne une seule raison, c'est pas la peine d'en donner 50, hein. Quand on donne 50 raisons, c'est qu'on n'est pas sûr de soi, comme disait Nietzsche. Je vous en donne une seule qui est très importante. Je ne suis pas du tout certain, comme vient de le faire Michel Onfray, que j'égratigne une nouvelle fois, mais que j'aime beaucoup par ailleurs. Bon, mais on a le droit de s'attaquer entre philosophes. Je ne suis pas du tout d'accord avec Décadence, qui est un livre dans lequel il reprend un très très vieux schéma, qui est le schéma de Hegel ou de Spengler au XIXe siècle. Je viens de publier quelque chose sur Facebook là, où je dis cette chose-là. On pouvait parler de décadence quand on a des civilisations isolées les unes des autres. Hein. Donc il y en a qui grimpaient, il y en a qui dégringolaient. Aujourd'hui, on est dans un univers mondialisé où tout est en relation et en contact. L'idée qu'on puisse maintenir cette notion qu'une culture particulière est en train de s'effondrer pendant qu'une autre est en train de grimper, moi je n'y crois pas beaucoup. Dans un monde où tout communique, je crois que c'est un vieux schéma. Alors bien sûr que des choses se passent dans notre société, bien sûr qu'il faut être attentif à tout ce qui se déroule, mais moi je ne suis pas du tout déclinologue, hein, du tout. Bon. Et puis il y a une deuxième famille. Alors là, j'emprunte le nom de cette famille à une grande amie qui m'a consacré une belle émission de radio au mois d'août. C'est Michèle Vianès, c'est la présidente de l'association féminine Regard de Femmes, qui est une magnifique association qui lutte pour la liberté des femmes et l'égalité entre les sexes. Michèle Vianès les appelle, cette expression je suis sûr va vous plaire et vous allez la retenir, les benets compassionnels. C'est super. Les benets compassionnels. Les benets compassionnels, c'est ceux qui se frappent la poitrine en disant mais tout ça c'est de notre faute, parce qu'on a voulu imposer notre civilisation, parce qu'on a été les méchants colonisateurs. Et au fond, Pascal Brunner aurait pu employer cette expression. Pascal Brunner a été en avance sur tout le monde.
quand il a écrit Le sanglot de l'homme blanc dans les années 80, qui est un superbe livre, Les sanglots de l'homme blanc, en remarquant qu'on était les Occidentaux qui roulaient des mécaniques, on était les meilleurs, on était les plus forts du monde, et puis du jour au lendemain, c'est très curieux ce qui s'est passé, on est devenus les plus nuls, on est mauvais, on est les méchants, tous les autres sont parfaits. Bon, le sanglot de l'homme blanc, hein, la repentance dont je parle en fin de l'ouvrage. Voilà. Donc je m'attaque à ces deux familles qui sont très, très représentées, et je pense qu'elles nous égarent, elles nous empêchent de penser le phénomène auquel nous avons affaire, qu'il faut regarder encore une fois en prenant un peu de hauteur et en se donnant la bonne échelle de temps, c'est-à-dire l'échelle des siècles ou même l'échelle des millénaires. Voilà, c'est ça ma spécificité dans l'ouvrage. Donc, si je comprends bien, et j'arrive à suivre votre pensée. Et je suis certain, Flora, j'ai aucun doute. Nous ne sommes pas réellement menacés, on en fait peut-être trop par rapport à la menace que représente cet islamisme ou cet intégrisme, mais notre identité est menacée, donc si notre identité était menacée, quelles seraient en fait ces valeurs que nous risquerions de perdre? Est-ce que c'est la République, la laïcité Alors, il y a trois questions, moi, dans la question que vous voulez nous poser. Alors, je vais essayer de les prendre une par une. Bien. Il y a au moins trois questions. Bon. Est-ce qu'on en fait trop? Oui, bien sûr. Et on en fait trop et de la mauvaise façon. Encore une fois, je prends l'exemple de la Tunisie. Bon. On a l'attentat du Bardo. Hein. On a un attentat, un massacre dans un musée tunisien. Imaginez un instant que les Tunisiens aient décidé, au lendemain de l'attentat du Bardo, malgré les faibles moyens dont ils disposent, de mettre des millions de dirhams dans la sécurisation de tous les musées et tous les sites archéologiques de Tunisie. Ben, 3 mois après, on a l'attentat de la plage de Sousse. Est-ce que ça aurait empêché l'attentat de la plage de Sousse? Je cite quelque chose qui m'avait sidéré, parce qu'il n'y a pas que les attentats qui sidèrent. Souvenez-vous de l'attentat dans le Thalys, qui a été déjoué heureusement par un militaire américain très courageux. Bon, il n'y a pas eu un massacre, il y aurait pu y avoir un massacre. Souvenez-vous des 8 jours qui ont suivi l'attentat dans le Thalys. Nos hommes politiques, hystérie collective, ils étaient tous en train de trouver des trucs parfaits. On va mettre des portiques dans les gares, on va mettre des hommes armés dans les trains, on va faire ceci, on va faire cela. Bon, ça a empêché le Bataclan? Ça a empêché le Stade de France? Ça a empêché la promenade des Anglais? Donc si vous sécurisez les stades, vous ne sécurisez pas les cinémas. Si vous sécurisez les cinémas, vous ne sécurisez pas les rues. Si vous sécurisez... Bon. Donc il faut se rendre à l'évidence, il faut être modeste et humble. On est probablement, effectivement, devant un phénomène, tout le monde nous dit, et il y a peu de chances que sur ce plan les prophéties soient fausses. On va avoir des attentats pendant encore quelques années, voire peut-être même quelques dizaines d'années. Il faut s'y préparer. Israël vit avec ça depuis longtemps et arrive à gérer. Hein. Mais arrêtons. Moi, j'aimerais qu'on dépense pour l'école et pour l'éducation, et en particulier pour l'éducation dans ce qu'on appelle les quartiers difficiles, qu'on mette l'argent qu'on met pour la sécurité, la sécurisation des vies publiques. Hein. Encore une fois, on a une mauvaise distance par rapport au phénomène. Bon. C'est dramatique de mourir dans un attentat sur la promenade des Anglais, mais c'est aussi dramatique de mourir dans un accident de la route, quand quelqu'un traverse la barrière de l'autoroute et vient vous scratcher sur votre voiture, vous n'y êtes pour rien non plus, hein, et vous mourrez, et votre famille avec. Bon. Donc, la vie, on ne veut plus voir le côté un peu tragique de l'existence. Bon, je crois que les attentats, ça fait partie aujourd'hui, malheureusement, de ce qu'on ne pourra plus le côté tragique de l'existence. Il faut bien sûr que les gouvernements fassent tout ce qu'ils peuvent faire au niveau particulier du renseignement. Il y a certainement un gros travail à faire. Mais l'idée qu'on va sécuriser 100% de notre espace public et arriver au risque zéro, c'est un fantasme pur. Et c'est même un fantasme dangereux. Je cite, puisque Flora signale que je cite effectivement, on ne peut pas écrire sans s'alimenter et rendre hommage à un certain nombre de personnes. Je cite quelqu'un dont le petit livre, tout petit, m'avait beaucoup plu. C'est quelqu'un qui écrit dans le Monde, et professeur à Sciences Po aussi, c'est Jacques Folloroux, qui a écrit un petit livre dont le sous-titre est « La victoire posthume d'Oussama Ben Laden ». Je vous résume en deux mots ce livre. Que dit Folloroux? Il dit « Imaginons que nos sociétés deviennent de moins en moins démocratiques, parce qu'il va falloir surveiller tout le monde, il faut des caméras partout, on va surveiller vos conversations téléphoniques. Ben, ça y est, il a gagné Ben Laden, il a détruit notre démocratie, il n'y a pas besoin de faire d'autres attentats. Bon, donc attention à ça, c'est un danger au moins aussi grand que les attentats, le danger qui pèse sur nos libertés, sur nos démocraties. Alors, l'identité, effectivement, c'est une question qui m'a été posée.
Est-ce qu'il faut avoir peur de parler d'identité? Je ne pense pas. Parce que si on n'a pas d'identité à défendre, alors laissons-nous envahir et conquérir par des gens qui veulent nous imposer la charia. Bon, oui, on a une identité, mais quelle est cette identité? Alors là, c'est mon originalité peut-être de philosophe. Vous savez qu'il y a un vieux débat au niveau de l'Europe qui a créé des polémiques terribles. Est-ce qu'il faut ou non parler des racines chrétiennes de l'Europe? Bon, je ne disconviens pas que le christianisme est important en Europe, mais je dis que l'identité de l'Europe, ce n'est pas là. C'est quoi l'identité de l'Europe? C'est l'émancipation de l'esprit. Et là, c'est encore mon ami Nietzsche qui m'éclaire. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Il s'est passé il y a 25 siècles un phénomène incompréhensible que Renan appelait au 19e siècle le miracle grec. Pour lui, c'était justement un miracle, parce qu'on ne peut pas vraiment expliquer comment ça a pu arriver à ce moment-là de l'histoire et pourquoi à tel endroit. On n'en sait rien pourquoi à tel endroit. Ça aurait pu se passer peut-être ailleurs. Qu'est-ce que c'est le miracle grec? Quand vous lisez les philosophes d'avant Socrate, ou que vous lisez Platon, ou que vous lisez les philosophes grecs, qu'est-ce qu'on oublie généralement? On oublie qu'ils étaient entourés de croyants qui passaient leur journée à prier Zeus, Athéna, Apollon, à faire des sacrifices. Toute la société grecque était organisée autour de la religion, elle était bien plus religieuse que nous. Et pourtant, dans cette société-là, vous avez eu des gens qui ont eu la force mentale de dire « Bon, on va peut-être se débarrasser un petit peu de tout ça, on va essayer de penser par nous-mêmes. On va essayer de comprendre le monde sans se référer à la mythologie, aux vieilles histoires qu'on nous raconte depuis des siècles. On va essayer de comprendre des choses avec les seules forces de notre raison. » Et c'est là que sont nées la philosophie, les mathématiques, la science, c'est là que tout est né. Et je dis que c'est ça notre identité. Alors ensuite, c'est vrai, il y a eu un millénaire où ça s'est passé un peu à la trappe, tout ça. Ça a été un peu oublié. On a eu une société très religieuse, c'est le long Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance. Et puis ensuite, on a le retour de cette tradition de liberté de l'esprit, avec des résistances très fortes. Et à l'époque, ce n'était pas les musulmans, c'était la religion catholique. Rappelez-vous quand même qu'un certain Giordano Bruno a été brûlé en 1600, c'est pas vieux 1600, hein, c'est hier matin. Il a été brûlé parce qu'il disait que l'univers était infini. Hein. On l'a brûlé en place publique à Florence en 1600. En 1600, on brûlait encore des gens en Europe parce qu'ils disaient des choses qui étaient inconvenantes sur le plan religieux. Bon, puis il y a eu la Renaissance, il y a eu l'humanisme, il y a eu la Renaissance, il y a eu ensuite le siècle des Lumières, magnifique siècle des Lumières, pour lequel, comme beaucoup d'entre vous, j'ai une grande admiration, cette émancipation de l'esprit, cette volonté de développer la raison, l'esprit critique, la connaissance. Et puis il y a eu en France, en tout cas au moins, la séparation des églises et de l'État de 1905. Bon, donc c'est ça notre identité, c'est ça notre tradition, effectivement. Et sur ce plan, moi je suis très confiant, parce que on est dans un parcours qui a commencé il y a 2500 ans ou 2600 ans. Bon, ce parcours, il ne va pas s'arrêter demain matin. Ce n'est pas 3 attentats qui vont nous faire renoncer à ce mouvement général. Ce mouvement général qui est européen, mais il n'est pas seulement européen, il est mondial. Parce que ce qui s'est passé en Europe, ce n'est pas parce que nous, les Européens, on est meilleurs que les autres et qu'il faut rouler des mécaniques. Non, ça s'est passé chez nous, ça aurait peut-être pu se passer ailleurs dans le monde. Mais c'est vrai que ça a démarré en Grèce il y a 25 siècles. C'est le philosophe qui parle, et je ne suis pas original du tout en disant cela. C'est la première et la seule fois dans le monde qu'un phénomène de ce type s'est produit, où les hommes ont mis à distance la croyance, la mythologie, les sacrifices, pour essayer de regarder la nature. Ils ont fait de l'astronomie, ils ont fait de la philo, ils ont fait de la médecine. Bon, et tout ça s'est développé. Voilà. Donc, voilà mon idée, elle n'est pas compliquée. Et précisément, c'est ce qui me rend optimiste, c'est parce que si l'islamisme, le djihadisme, c'est un phénomène religieux, c'est pour ça que j'intitule mon chapitre, vers la fin du livre, « Une défaite programmée ». Une défaite programmée. Je n'envisage pas une seconde qu'il y ait un retour aux religieux qui puisse tout d'un coup submerger notre population. Et là, il y a des chiffres fantaisistes qui circulent, et qui sont très dangereux, qui sont idéologiques, qui sont véhiculés par des partis extrémistes que je ne citerai pas. Je cite au début du livre une étude, j'ai trouvé ces chiffres dans Philosophie Magazine, hein, je cite mes sources. C'est un grand think tank américain, le Pew Research Center, qui est une très très grande organisation, très sérieuse aux États-Unis, et il donne des chiffres pour 2050. C'est évidemment une prospective, il faut se méfier des prospectives, elles sont souvent assez justes, les prospectives, surtout dans ces domaines-là. Que dit ce centre de recherche? Qu'en 2050, ce qu'ils appellent les non-affiliés, j'aime bien cette expression de non-affiliés, on ne parle pas d'athées, on ne parle pas d'athées, les non-affiliés, les gens qui se déclarent étrangers à toute religion, qui n'ont pas de religion particulière, qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas protestants, qui sont pas... les non-affiliés. Savez-vous quel pourcentage représenteront en 2050 en France les non-affiliés?
49, oui, 49-50% de la population. Devant les catholiques, et très loin devant les musulmans, qui seront 10% environ, 10 à 11%. Donc quand on annonce une vague qui va nous submerger, il y aura une majorité. Bon, ce sont des chiffres délirants, idéologiques, dont il faut beaucoup se méfier. Donc autant je suis sévère avec les amis, mais autant je ridiculise des prévisions totalement folles, qui sont là pour nous faire développer une crainte morbide, et pour nous dresser les uns contre les autres. Alors j'élimine pas, à la fin du livre, je dis, on ne peut pas écarter le risque. Bon, on a eu l'assassinat d'un prêtre, dramatique assassinat, l'autre été. Bon, imaginons qu'on ait X assassinats de prêtres qui se multiplient dans nos sociétés, on ne peut pas écarter totalement l'hypothèse qu'un jour les catholiques égorgent aussi quelques musulmans et qu'on entre dans une... C'est pas totalement impossible, je n'y crois pas, et j'espère que vous non plus, mais on ne peut pas écarter totalement. Mais je dis, si on est un peu raisonnable et si on ne sombre pas dans cette provocation, parce que c'est ça que cherchent les islamistes, c'est à nous dresser les uns contre les autres, c'est à nous faire perdre nos valeurs. Nos valeurs, c'est quoi, me demandait Flora? Effectivement, c'est la liberté de l'esprit, c'est l'esprit critique, et c'est la laïcité. La laïcité, c'est une très très grande idée qu'on comprend souvent très très mal. La laïcité, c'est une chance considérable pour les gens qui ont une religion. On leur garantit de pouvoir pratiquer paisiblement leur religion, de jamais être inquiétés parce qu'ils ont telle religion ou telle autre. C'est une très belle idée. Et c'est vrai qu'en 1905, ça a été au départ... Lisez les textes de 1905, qui sont superbes. Moi, je suis en admiration devant ce qu'ont pu écrire des gens il y a 112 ans, des textes aussi extraordinaires. Il y a pas, on dit souvent, il faut retoucher ça. Non, il n'y a rien à toucher. Il n'y a rien à toucher. Hein. Et très vite, les catholiques qui étaient visés au départ, parce qu'ils se sont battus, parce qu'ils considéraient que c'était une machine de guerre contre la religion catholique, qui était dominante quand même à l'époque, bon, ils se sont rendus compte très très vite que c'était au contraire une protection. Que c'était une protection. Qu'une société laïque, c'est une société qui laisse à chacun le droit de pratiquer individuellement sa religion, mais qui ne veut pas que la religion prenne une place dans l'espace public où elle risque de nous opposer, nous dresser les uns contre les autres. Bon, ben, moi je trouve que c'est une très belle idée. On dit parfois c'est spécifiquement français, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas parce que c'est français, Voltaire aussi est français, c'est pas pour ça qu'on va le jeter aux orties. Hein. Et la philosophie des Lumières aussi, elle a été française. Bon, par contre, les premiers philosophes, ils sont grecs. Alors, il ne s'agit pas de danser des tableaux d'honneur un peu ridicules, mais c'est pas parce que la laïcité est une idée qui est apparue en France que c'est une idée qu'il faut jeter aux orties et que c'est une idée désuète. C'est une idée d'avenir, je pense, mais à condition de bien la définir, de bien la comprendre. Il y a des lectures. Le drame de tous les textes, et c'est le drame du Coran et de tous les textes religieux, un texte, ça s'interprète. Ça s'interprète, un texte. Il y a X lectures de texte. Donc vous pouvez faire une lecture intégriste et anti-religieuse des lois de 1905, mais ce n'est pas l'esprit du tout du texte. L'esprit est un esprit de partage, de tolérance, d'acceptation de l'autre. Voilà. Et au contraire, c'est une protection qui fait que personne ne peut être attaqué au nom de sa religion. Tous les citoyens sont égaux, quelle que soit leur croyance, et quelle que soit leur absence de croyance, parce qu'il y en a un peu marre aussi de toujours catégoriser les gens. Encore une fois, il y aura 50% de gens qui seront d'aucune religion en 2050. Écoutons un peu ces gens-là, c'est ce que je dis dès le début du livre. Respectons-les, on leur donne jamais la parole, ils ne sont pas intéressants. Ils égorgent personne. Ils ne sont pas intéressants, ces gens-là. Les non-affiliés ne sont pas intéressants. Ils égorgent personne. Ils ne descendent pas dans les rues. Aucun intérêt. On n'en parle jamais. Voilà, Flora, donc, sur ce thème-là, ce que j'avais à répondre. Je crois que nous arrivons un peu au terme de tous les aspects que nous pouvions développer. Prévu, oui. Je peux dire qu'au début, vous étiez un petit peu, comment dire, en colère peut-être contre une façon de présenter les choses et de nous amener effectivement à avoir peur et de plus en plus peur. En fait, vous terminez en nous disant qu'il vaut mieux être optimiste, qu'on peut être optimiste parce que nos valeurs résisteront. Surtout si effectivement on fait bien la part des choses et qu'on utilise la raison pour mettre tout en perspective. Oui, vous avez employé ce mot d'optimisme qui est important. Et là aussi, c'est un peu une originalité. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de livres optimistes. Au début du livre, je cite quelqu'un qui pourrait vous surprendre, que vous avez peut-être vu comme moi cet été à Massacan, qui est Fogg, Franz-Olivier Gisbert. Vous voyez, j'ai des bonnes références quand même. Hein. Et je cite ce qu'il écrivait dans une très grande source d'information, très intellectuelle, mais bon, parfois on est obligé, c'est le journal Var-Matin. Dans Var-Matin, Fogg écrivait en avril 2016, et je le cite au tout début du livre, dans l'avertissement,
Je suis exaspéré de ce pessimisme ambiant. Retrouvons le rire même quand la situation est mauvaise. Retroussons-nous les manches pour changer les règles. J'adhère totalement à ce type de discours. C'est pas pour ça que j'ai lu un compte rendu dans Le Point. Mais enfin, il est plus directeur. Mais je lui ai envoyé mon livre. Donc oui, je pense que oui, le livre est optimiste et il n'est pas optimiste béatement. Il est optimiste parce que je situe le phénomène dans une vision à long terme et que dans cette vision à long terme, je vois aucune raison d'être inquiet. Et un dernier auteur peut-être qu'on pourrait citer, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, et je viens de découvrir tout à l'heure en lisant la page Facebook de mon ami Dorian Astor qu'il est invité en Iran, il revient pour la première fois en Iran avec un congrès sur Nietzsche, c'est Darius Shayegan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Darius Shayegan, c'est un homme pour qui j'ai une totale admiration. C'est un Iranien qui a fui le régime de Khomeini. Au moment où Khomeini a pris le pouvoir, il a quitté l'Iran, il a compris ce qui était en train de se passer. Et il est venu en France, et il a commencé à faire de la philosophie, à écrire des livres en France. Il a écrit des livres absolument merveilleux, dont l'un est tout à fait magique. Le sous-titre, c'est Schizophrénie et civilisation. Ça s'appelle Le regard mutilé. J'ai retenu une idée, je n'ai pas retenu qu'une, mais je retiens une idée pour vous ce soir de ce livre, Le regard mutilé de Shayegan, qui n'a pas pris une ride. C'est un livre qui a 30 ans maintenant, il n'a pas pris une ride ce livre. Que dit Shayegan? Il dit « Je ne peux pas concevoir que des individus qui utilisent des objets technologiques, qui sont le fruit d'une certaine rationalité, parce que c'est la même raison qui a fait qu'il y a eu Pythagore en Grèce, qu'il y a eu Galilée en Italie, qu'on a construit des machines, et qu'aujourd'hui on construit des ordinateurs et le réseau Internet. Bon, c'est la même logique fondamentale, c'est la même rationalité. Je ne peux pas concevoir qu'il y ait des hommes qui utilisent ces objets qui contraignent à une certaine vision de la réalité, et qui, d'un autre côté, se réclament d'un paradigme qui remonte au 8e siècle avant notre ère. Ce n'est pas possible. C'est schizophrénique. On ne peut pas durablement s'installer dans une schizophrénie. Les objets, je ne dirais pas ont une âme, mais nous contraignent à quelque chose. Ils ne sont pas neutres. C'est ça que disait Shayegan, il se réclamait de Heidegger d'ailleurs, parce qu'il avait de très bonnes références. Donc, je partage totalement cette idée. Ponctuellement, bien sûr, on peut vivre dans une schizophrénie. Moi, j'ai vu des reportages récents, un petit peu troublants, effectivement, sur certains jeunes djihadistes. On peut ponctuellement être dans une schizophrénie. Mais à moyen et à long terme, je n'y crois pas. Je ne crois pas que... on n'est pas en train de... Et c'est là que je me sépare de Finkielkraut. Je donne un exemple. Quand il y a eu les dramatiques attentats du 6 en Algérie, les massacres, les dizaines de milliers de victimes, de l'autre côté de la Méditerranée. Finkielkraut prend la plume et il écrit dans Le Monde, grand journal de référence, où on lit quand même un flot de sottises assez consternant, il prend la parole dans Le Monde et il écrit un texte absolument abominable, à mes yeux. Il dit « Petits Algériens, ne vous inquiétez pas, nous aussi ça nous est arrivé, on a eu la Saint-Barthélemy, regardez maintenant comment on en est bien sorti. » Bon, je trouve scandaleux une position de ce genre. On n'est plus au XVIe siècle. Parce que nos djihadistes, ils ont des réseaux internet, ils ont des téléphones portables, ils ont la télévision. On ne peut pas raisonner comme si on était des siècles et des siècles en arrière. Donc c'est vrai que ponctuellement, on a l'impression parfois qu'il y a une sorte de régression de plusieurs siècles. En fait, c'est pas tenable à long terme, parce qu'on est dans un monde qui a évolué scientifiquement, technologiquement. Et moi, je suis intimement persuadé que ces jeunes qui sont séduits un moment par ce vieux paradigme d'une religion intégriste moyenâgeuse, ils vont revenir un jour ou l'autre à la raison. Alors, peut-être qu'il y a une génération perdue, comme l'ont dit certains sociologues, peut-être. Il faut être patient. C'est pour ça qu'on est dans le phénomène pour quelques décennies, peut-être encore. C'est pour ça qu'il faut faire un effort considérable au niveau de l'école, au niveau de l'éducation, apprendre le dialogue, apprendre l'échange, faire de la philosophie au CP, comme ça commence à se faire, comme le fait Frédéric Lenoir, que j'ai reçu ici l'an dernier. Voilà, ça, je crois que l'espoir est ici. Hein. L'espoir, il est dans cette culture de l'esprit, dans cette culture de l'âme. Hein. Vous savez tous, j'ai plaisir à le rappeler, je le rappelais à la Galerie G lors de la dernière inauguration, cultura, c'est un mot inventé par Cicéron, agricultura, l'agriculture, et Cicéron s'empare au début de notre ère de ce mot
pour parler de la cultura animi, la culture de l'esprit, hein, pas la culture du sol, la culture de l'esprit. Bon, c'est lui qui invente le mot culture, véritablement. Donc c'est un grand mot de notre tradition, il faut parier sur la culture. Je ne dis pas ça parce que je suis adjoint à la culture à la Garde, c'est mon pari de toute ma vie. Il faut parier sur l'éducation, il faut parier sur la culture, et encore une fois, on serait beaucoup mieux inspiré de mettre beaucoup d'argent dans ces programmes éducatifs que dans une protection tous azimuts qui de toute façon servira à rien, parce qu'il faut encore une fois être conscient que effectivement un individu qui est prêt à mourir avec sa ceinture d'explosifs, il sera dangereux dans n'importe quel lieu du territoire et qu'il n'y a aucun moyen définitif de se prévenir de cela. Il n'y en a pas, il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on puisse un jour, les uns et les autres, j'espère aucun d'entre nous, mais enfin, c'est une petite possibilité, très réduite sur un plan statistique, mais de même qu'on peut mourir sur l'autoroute, on peut mourir d'un attentat. Bon, c'est dommage, j'espère que ça ne nous arrivera pas, mais la vie doit continuer et on ne faut pas vivre uniquement avec cette obsession-là et avec la seule idée qu'il faut absolument écarter ce danger, sinon, non, ce danger, on ne l'écartera pas comme ça. Et donc il faut essayer effectivement de reprendre notre souffle, de reprendre confiance en nous. C'est ça que je m'attaque à la fin. À la fin du livre, je reprends des petits textes que j'ai publiés sur le site iPhilo, IPHILO, que je vous recommande. C'est un site qui a été créé par les étudiants de Sciences Po Paris. Donc je reprends 3 petits textes que j'ai écrits sur ce site, sur la repentance par exemple, ou sur l'immortalité. Et puis je reprends aussi un petit texte, parce que le rédacteur d'Iphilo, il était devenu ensuite le rédacteur de Figaro Vox, la version numérique du Figaro, et le lendemain de l'attentat, enfin le soir même d'ailleurs, dans la nuit de l'attentat du 14 juillet à Nice, il me demande de faire un papier, donc je l'ai fait au petit matin, à l'aube, et ça s'appelle « Nice, un symbole de choix pour le terrorisme islamiste », et il se trouve, alors dans cet article, je dis entre autres choses, qu'une des explications peut-être du choix de Nice, parce que ne croyez pas que les attentats, les cibles, ils sont choisis, hein, les attentats, il y a quand même une logique dans tout ça. Je dis qu'une des raisons une hypothèse que je fais, hein, qui est contestée, mais contestable, enfin c'est mon hypothèse, une des raisons de l'attaque sur Nice, c'est que Nice c'est une ville qui est très italienne, elle était encore italienne il y a 150 ans, quand vous arrivez au port de Nice, vous croyez arriver dans un port italien. Est-ce que c'est pas un message à l'Italie? Vous avez remarqué comme moi que l'Italie, c'est le seul pays d'Europe où il n'y a pas eu d'attentats. Hein. Il y a des attentats en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, zéro. Bon, pourquoi? Parce qu'ils se tiennent complètement à l'écart de la guerre au Proche-Orient. Bon, est-ce que c'est pas aussi un message à l'égard de l'Italie en disant continuez ce que vous faites, surtout ne vous en mêlez pas, et nous on vous épargnera, on s'attaque à Nice, on ne s'attaquera pas à Gênes ou à Rome. Bon, moi c'est l'hypothèse que j'ai faite. Et figurez-vous que mon article il a un succès fou en Italie, il est traduit dans tous les journaux italiens, il a été traduit dans Il Popolo, il a été traduit partout. Donc cette hypothèse, elle a beaucoup plu aux Italiens et ils l'ont trouvé acceptable, alors qu'en France, il n'y a pas grand monde qui en a parlé. Voilà, donc je termine mon livre par des compléments qui sont des reprises avec l'autorisation des auteurs du site iPhilo et de Figaro Vox. Voilà, donc je pense que c'est un ouvrage un peu complet où je rappelle en même temps, je ne me suis pas renié, Flora au début dans sa présentation évoquait les familles de livres que j'avais pu écrire jusqu'à maintenant. Je pense avoir réussi, mais ça c'est vous qui me le direz, et je suis très attentif à ce que vous me direz quand vous aurez lu mon livre. Je pense avoir réussi à la fin du livre en particulier, avec en particulier un chapitre qui s'appelle « Notre éternité ». Je pense avoir réussi à traduire en langage compréhensible par tout le monde des choses très compliquées que j'avais dit dans des ouvrages anciens sur Nietzsche, sur la philosophie. Voilà. Dans Notre éternité, j'explique comment aujourd'hui nous nous sentons éternels parce que nous vivons dans un univers dont nous connaissons l'histoire, que nous sommes des poussières d'étoiles, comme dit magnifiquement Hubert-Ville. Voilà. Donc j'essaye de vous transmettre ce qu'est ma vision philosophique des choses, et du même coup, je pense avoir réussi, et j'espère que ceux qui liront ces chapitres, c'est aussi peut-être un des petits objectifs de l'ouvrage, ben, ils auront peut-être envie d'aller plus loin et d'aller aux sources et de lire des ouvrages un peu plus compliqués que j'avais écrits auparavant. Voilà, ce que je crois, grâce aux belles questions de Flora, je pense avoir dit à peu près l'essentiel, et je peux bien entendu maintenant répondre aussi aux questions que mon discours a pu déclencher dans vos esprits, mais vous me questionnerez davantage, puisqu'on a tous l'occasion de se croiser dans la gare ou ailleurs. Vous me questionnerez peut-être de façon plus intéressante quand vous aurez lu mon ouvrage.
J'ai un site internet, j'ai un site qui est en train d'être refait, donc pour l'instant il n'est pas très opérationnel, mais j'ai une adresse internet qui est on ne peut plus facile à mémoriser, c'est celle qui va avec mon site, elle s'appelle philippe@granarolo.fr, hein, mon prénom, mon nom, philippe@granarolo.fr. Donc si après avoir lu mon livre vous avez une question, une réaction, vous m'intéressez, rien ne vaut le dialogue avec les lecteurs, hein, sinon on vit dans le nombrilisme. Oui, je vous écoute. Ben, moi, je vous trouve très naïf. Ah, j'espère, c'est une qualité, non? Moi, je veux le côté politique. D'où il vient le mal? Le mal, il vient... D'ailleurs, cette guerre, elle existe de l'Arabie Saoudite, et cette guerre entre chiites et sunnites, elle existe depuis 14 ans. Pardon, 14 siècles, excusez-moi, je perds mon... 14 siècles, depuis la mort du prophète. Ça me semble plus exact. Voilà, depuis la mort du prophète. Donc, le mal, il est... Comment? Cette religion, elle est utilisée par les politiques. Hitler a utilisé la race et l'Arabie Saoudite utilise la religion. Et nous, on est victimes. Et l'Occident est naïf. Voilà, je ne vais pas plus parce que... Non, mais je ne suis pas forcément en désaccord. Hein, ce que vous dites, bien sûr qu'il y a une dimension. C'était pas mon orientation, si vous voulez. Donc, ce serait... Je suis pas politologue, ni historien. Du même coup, je ne me sens pas très compétent pour aller dans cette direction-là. Mais moi, je pense qu'il y a un chapitre quand même qui devrait vous satisfaire. Je suis en train de le rechercher. J'ai écrit un chapitre où je résume effectivement ce que tout le monde ne sait pas, c'est-à-dire effectivement l'histoire de l'islam depuis les premiers, de façon très simplifiée, hein, très compréhensible. Enfin, j'avais une conférence à la FMES à Toulon il y a quelques années là-dessus, donc j'ai quand même travaillé un petit peu le sujet. Je ne suis pas spécialiste, je tiens à le dire, mais j'ai un chapitre entier qui est consacré à cette violence, à cette guerre. Tous les disciples du prophète, à l'exception d'un seul, ont été assassinés. C'est une religion qui a démarré sur des bases extrêmement sanglantes, hein, tout à fait. Donc je le rappelle, tout ça, je le rappelle. Comment? Ils sont conquérants. Alors, il y a une dimension conquérante, mais je rappelle aussi que le catholicisme a eu la même dimension conquérante. Catholicos, ça veut dire universel. Hein. Donc le monothéisme, à une exception près, qui est évidemment l'hébraïsme, puisque l'hébraïsme se présente comme la religion d'un peuple particulier, donc il n'a pas vocation à devenir religion planétaire. Mais les deux autres monothéismes, le christianisme et l'islam, et la religion musulmane, il ne faut pas s'en étonner. Je veux dire, aujourd'hui, on tombe des nues. Et c'est compréhensible d'un point de vue logique. Hein. Quelqu'un qui pense avoir trouvé le vrai Dieu, il veut m'emmener au paradis avec lui, quitte en m'égorgeant, mais il pense qu'il me fait du bien. Hein. Donc, qui est une dimension conquérante. Alors, je rappelle cela, effectivement, et c'est là que je vous recommande aussi, en complément de mon livre, le livre de Taguieff, qui est lui un remarquable spécialiste dans l'islamisme et nous. On vous parlait de conquête, madame. On croit que la conquête, c'est une idée qui vient de surgir. Hein, Taguieff rappelle le début des appels à la conquête dans les années 30. Le grand-père des frères Ramadan, qui est le fondateur des frères musulmans, on oublie de le dire ça en général, hein, parce qu'on voudrait sanctifier Hassan al-Banna. C'est le fondateur des frères musulmans. Ben, il a écrit des textes qui sont effectivement des appels à la conquête et à la conquête armée de la planète par la religion musulmane. Ensuite, on a d'autres textes des années 50, Nous contre les Juifs par exemple, qui est aujourd'hui un peu la Bible des musulmans antisémites, bon, en fait des islamistes antisémites, pardon. Donc oui, bien sûr qu'il y a un projet de conquête, mais encore une fois, ne tombons pas de nuit en étant sidérés. Parce que, et le communisme, il n'avait pas une volonté de conquête, il ne voulait pas nous amener tous vers la société en classe, les communistes. Attendez, il faut quand même avoir un peu de mémoire. Hein, et les nazis ne voulaient pas tous nous nazifier. Donc, les grandes religions, les grandes idéologies, elles ont une vocation universaliste, il ne faut pas tomber du ciel tout d'un coup en disant comment ça se fait, c'est ahurissant. Bon, et ça ne veut pas dire qu'il faut accepter de se faire conquérir, hein. Je ne suis pas du tout en train de dire ça, mais qui est cette dimension conquérante, effectivement, oui, il faut l'accepter, il faut le reconnaître, il ne faut pas le camoufler, il ne faut pas le cacher, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Oui, bien sûr qu'il y a une dimension conquérante chez les islamistes radicaux. Alors, un point très simple que j'ai
Moi, ça m'amuse beaucoup. Je dis souvent, je faisais sourire mes étudiants, je leur dis souvent, un de mes maîtres à penser s'appelle Monsieur de la Palisse. Bon, et c'est très sérieux. En fait, c'était pas une blague. Hein. On nous dit, ils sont pas musulmans, et d'un autre côté, on dit, ce sont des islamistes radicaux. Alors, Monsieur de la Palisse aurait dit, alors, c'est quoi ça? S'ils sont islamistes radicaux, ils sont musulmans, ils se réclament de l'islam. Bon, c'est une mouvance à l'intérieur de l'islam, dont il faut espérer qu'elle deviendra ultra minoritaire, comme elle l'était d'ailleurs, à un certain moment, il y a quelques décennies, ou pas. Ben, ça, écoutez, ça c'est de la prophétie. Moi, je suis optimiste. Non, mais moi, je suis optimiste. Mais deux idéologies. Oui, c'est une idéologie. C'est l'idéologie. Oui. Mais regardez les grandes idéologies, il faut quand même se rappeler que, au fond, j'en parlais tout à l'heure, rappelez-vous les attentats des Brigades Rouges, Action Directe, etc., d'Abanda Bader. C'était pas mondial. Ah oui, mais ça aurait pu le devenir, ça aurait pu, ça a été un point de départ, mais ça s'est arrêté. Mais ça a disparu, hein, voilà. Alors oui, non, je crois que c'est pas du même ordre. C'est pas du même ordre. C'est mondial. C'est pas du même ordre et c'est mondial, vous avez tout à fait raison. Et je vous parle encore les non, parce que moi je suis vous l'accorde, je vous l'accorde. Et la religion musulmane entre il y a quelques années, hein, et c'est autre chose. Non, là c'est une idéologie, c'est la guerre contre l'Occident, contre l'idéologie de la civilisation de l'Occident, la haine contre Alors là vous me tendez une perche intéressante, vous savez que tous les ans j'organise une belle manifestation qui s'appelle Thémar, où on donne un thème à travailler aux plasticiens et aux philosophes. Donc je fais venir des gens très bien ces dernières années, j'ai venu avec Ferry et Enthoven. Bon. Et je vous livre en scoop mes deux invités de février 2018. Ça sera Chantal Delsol, qui est une excellente politologue, et vous m'y faites penser à l'instant, parce que Chantal Delsol a écrit il y a 2 jours, ou 3, dans le Figaro, un très bel article en parlant d'occidentophobie. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Arrêtons de parler d'islamophobie, il y a plutôt une occidentophobie, c'est-à-dire un rejet complet, une haine contre cette civilisation. Et bien sûr, non, tout à fait. Non, il faut être lucide. Mon livre, il est optimiste, mais il prétend être lucide quand même. Hein, je suis lucide. J'écarte pas toutes les possibilités de dérapage et de danger, mais je ne veux pas désespérer de la raison, sinon je ne serais pas philosophe. On se bat contre le vivre ensemble et la laïcité, complètement. Et la France a échoué, et là je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Eh bien écoutez, on va mais déjà on commence à lutter en réfléchissant. Je viens à votre rescousse, monsieur. Allez-y. Oui, effectivement, moi aussi, sur les forums, il m'arrive souvent d'être traité de naïf, mais c'est le lot des optimistes confiants. Oui. Donc c'est un vrai problème, et ça montre quoi? Ça montre, j'utilise le mot que vous avez répété régulièrement, c'est l'état de sidération, pas seulement par le terrorisme et par les attentats, mais l'état de sidération civilisationnelle dans lequel nous sommes et qui effraie à juste titre les gens, l'émotion qui traverse avec une sorte d'approbation pour approuver la dame qui vous a accusé de naïveté, ça montre bien... Jamais cette dame. Oui. Je ne connais pas la zizanie. Non, donc en général, on le voit, je veux dire, dans les lieux de débat, de discussion, il y a cette peur non plus du terrorisme, mais tout simplement de l'islam, au point que les musulmans eux-mêmes sont déchirés entre la crainte de l'islamophobie et la crainte d'être récupérés par ce que le pouvoir de l'argent, c'est que l'Arabie Saoudite, les frères musulmans, les wahhabites, les salafistes, et à travers le monde émergent un certain nombre de prédicateurs qui effectivement peuvent effrayer. On le ressent même jusqu'en Europe, qui convertissent à tour de bras des foules entières à cet islam rétrograde, mais tout simplement parce que la nature, vous le savez bien, ayant horreur du vide, tant que l'humanité n'aura pas trouvé un moyen, comment dire, une expression spirituelle du fonctionnement de la nature de l'univers autrement exprimé que par les religions, nous aurons affaire à cet appel vers l'infini, appel vers la spiritualité, qu'à un moment donné, en Europe, le New Age, le bouddhisme, toute cette mouvance-là avait en partie comblé,
mais on s'aperçoit que ça ne suffisait pas, parce que le matérialisme ayant gagné, du moins ayant une force de pénétration assez forte, nous sommes confrontés à une idéologie spirituelle qui nourrit qui nourrit cette misère qui traverse les peuples du monde et qui leur permet de vivre. Donc cette idéologie, hélas, leur permet de vivre. Et à partir de là, elle se nourrit de cette force. Elle se nourrit de cette force. Et cette force-là, elle vient jusqu'à chez nous. Elle nourrit la force de ces jeunes perdus qui sont un petit peu dans une impasse sociale, voire culturelle. Et effectivement, ils nous font peur. Ils nous font peur parce que nous sommes un petit peu nourris de cette diversité, de ces lumières occidentales, de cet esprit critique que vous citiez bien. Et d'abord, j'ai failli vous applaudir spontanément, mais j'ai resté tout seul lorsque vous avez cité Onfray. Tant que nous aurons des déclinistes, des déclinologues, je ne vais pas me le dire sur Onfray. Je crois qu'il regrette qu'il n'a pas fait une grosse promotion de son livre. Non, mais il est dépressif en ce moment, il faut lui pardonner. Voilà. Il est dépressif. Ouais, je vais vous interrompre parce qu'ensuite il faut passer au dédicat. Mais merci de votre intervention. Mais je vous dirais, moi, que c'est un peu la même raison qui me rend optimiste. Ça me rend optimiste parce que c'est religieux et ça me rend optimiste parce que c'est idéologique. Et la preuve a été faite que les grandes idéologies, vous avez très bien expliqué, effectivement, d'un discours qui donne une sorte de vision, d'avenir, de perspective à des hommes un peu perdus. On a connu ça, on a eu le communisme, on a eu le nazisme, bon, voilà, aujourd'hui on a l'islamisme. Bon, et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que ces idéologies se sont écroulées au bout de quelques décennies, et je ne vois pas pourquoi il en serait autrement avec l'islamisme. Donc, effectivement, il faut être un petit peu patient, non pas faire le dos rond, mais regarder un peu l'histoire, avoir cette vision un petit peu à long terme, et encore une fois, c'est pour ça que je m'attaque un peu violemment aux déclinologues. Il est certain que si on pense que notre civilisation n'a plus rien à proposer et qu'on est nul et qu'on est mort, ben alors on va tous se convertir à l'islam radical. Voilà. Non, il faut retrouver confiance dans nos propres forces. C'est pas agressif parce qu'on a un message à faire passer. Et c'est notre tradition aussi, c'est notre identité. On a eu la chance, à un moment donné, d'être peut-être, de marcher sur certains chemins. C'est pas être progressiste que je dis ça. Je suis pas du tout progressiste, mais ça, j'ai pas le temps de vous le démontrer. Il faudrait une conférence beaucoup plus longue. Ça sera peut-être le sujet des Agora d'été l'an prochain. Mais je pense que, sans être progressiste du tout, on peut considérer qu'effectivement, l'accès à la raison, à la rationalité, à la science, à l'esprit critique, au dialogue, ce sont des dimensions humaines, elles ne sont pas européennes, elles sont humaines. Bon, mais c'est vrai qu'on a été les premiers à la surface de la Terre à développer ça, parce que c'est un miracle, donc il n'y a pas d'explication, n'en cherchons pas, on ne les trouvera jamais. Ça s'est passé sur notre sol, et il faut être fier de cette identité et éclairer les autres. Voilà. Alors, Finkielkraut, je me suis un peu attaqué à lui aussi en me mettant dans les déclinologues, mais Finkielkraut avait écrit un livre très respectable, qui est peut-être le meilleur qu'il a jamais écrit, qui était La défaite de la pensée. Qu'est-ce qu'il disait en 2 mots dans La défaite de la pensée, que je vous invite à lire si vous ne l'avez jamais lu? Il disait: le drame, c'est que l'Occident, au moment où il invente ces valeurs qui sont vraiment universelles, l'esprit critique, la science, la rationalité, il devient aussi le colonisateur qui essaye d'imposer ses particularités, et là il n'a pas le droit évidemment, parce que notre façon de manger ou de nous habiller n'est pas meilleure que celle des autres. Hein. Donc le drame, c'est que les colonisés, quand ils ont rejeté l'Occident, ils ont rejeté 2 choses à la fois. Ils ont rejeté l'occidental particulier qui voulait leur imposer ses mœurs particulières, et ils ont bien fait, mais il a rejeté aussi l'Occident porteur d'universel. Voilà. Et il s'est retrouvé piégé dans ses propres... Il cite par exemple, j'ai jamais oublié, cette même merveilleuse citation, il cite un Algérien qui est Eli Bedji, qui disait comment voulez-vous, après avoir rejeté le colonisateur occidental, qu'on dénonce nos propres turpitudes, ça serait dire qu'on s'est trompé dans le combat et qu'il aurait fallu... Donc beaucoup se sont retrouvés piégés dans une identité qui est souvent d'ailleurs qui n'est pas leur identité. Parce que là, si on fait un peu d'histoire religieuse, on s'aperçoit, je ne suis pas le premier à le dire, vous le savez aussi bien que moi, qu'il y a quantité de coutumes qui sont tout à fait pré-islamiques, hein, qui étaient là dans ces pays-là bien avant l'islam et bien avant Mahomet et bien avant le Coran, donc qui ne sont pas musulmanes pour un sou, et qui sont récupérées, et qu'on nous présente aujourd'hui comme des obligations rituelles, religieuses, etc. Voilà, donc là aussi, il faut faire un peu d'histoire et regarder un peu les choses. Mais le colonialisme Oui. a formé
des intellectuels, Bien sûr. voilà, et qui Entendu. étaient laïcs, Bien qui entendu. mais on les a éliminés Non, mais par vous l'idéologie, avez- ils ont été tués. Vous avez raison. Ça n'existe plus maintenant, ni Vous en avez raison. Égypte. Le pays Vous avez raison. le plus cultivé, c'était l'Égypte, c'était Je le suis- modèle c'est très du vrai. monde C'est musulman. très vrai. Il n'existe plus. Vous avez raison. Maintenant, on construit Non, mais pas là, une vous êtes en mosquée. train de On faire construit des triompher mosquées. votre pessimisme sur mon optimisme. C'est pas bien, c'est pas bien. On Alors, construit écoutez, plus monsieur, de attendez, mosquées que de bibliothèques. Vous avez raison. Attendez. Non, mais vous avez raison. À l'instant T, vous avez raison. Nous sommes évidemment confrontés à un choc de sociétés culturelles qui ont des ambitions très différentes et divergentes. Toutefois, n'est-ce pas donner raison quelque part aux déclinologues lorsqu'on constate que la grande ville de la France, qui était la loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État, la France se trouve maintenant quasiment isolée en Europe et en totale critique de par les civilisations anglo-saxonnes. Et ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est qu'aucun des gouvernements français, de droite ou de gauche, ne soutiennent cette loi de 1905 par exemple, l'abrogation de la loi de Breuil, etc. etc. Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, j'aimerais finir avec ça. Attendez, je réponds d'abord à la première, parce qu'après je vais perdre. Je vous la poserai la deuxième. Là encore, je vais vous paraître un peu obsessionnel, je réintroduis toujours mon idée du temps long. Bon, elle est tout à fait essentielle. Bien sûr, vous avez raison sur le fait qu'on est isolé. Hein, bon, à court terme, vous avez raison. Bon, mais en même temps, il n'y a pas 3 voies sur ce plan-là. Il n'y en a que 2. C'est le communautarisme ou c'est la société laïque à la française. Bon, on est en train de s'apercevoir dans beaucoup de lieux de la planète que le communautarisme est une catastrophe et qu'il n'est pas viable. Et il y a de grands pays, je pense au Canada, qui a fait beaucoup de marche arrière là-dessus sur le communautarisme. Donc, moi, à moyen terme, je ne suis pas non plus pessimiste sur ce plan-là. Je pense que c'est vrai qu'à l'instant T, on est isolé, qu'on nous présente comme un modèle, un contre-modèle qui est une sorte de société où tout le monde vit dans son groupe et d'appartenance, etc. Mais c'est en train de faire fiasco dans beaucoup de lieux de la planète, ce modèle-là. Donc moi, je pense que c'est pas parce qu'on est isolé aujourd'hui à l'instant T, puis il y a tout le problème de l'Europe qu'il faudrait reposer. Moi, à moyen terme et à long terme, je suis optimiste, même sur ce plan-là. Mais c'est parce que c'est ma nature profonde. Peut-être que vous n'allez pas en sortir d'ici en disant que je suis un peu détraqué. Deuxième question. Deuxième question porte sur le comportement de l'individu lambda. J'admets avec évidence qu'un diktat religieux s'applique aux croyants concernés. Point. Qu'en est-il de ces diktats religieux pour un athée? Je fais bien sûr allusion aux caricaturistes de Mahomet. Est-ce que l'on se doit de respecter ces diktats ou est-ce qu'on a notre libre pensée et qu'on a le droit de dessiner Mahomet et tous les autres... Bien sûr, non, vous avez posé une très belle question, difficile, hein, très délicate, on est sur le fil du rasoir entre le respect dû aux autres, qui sont différents de nous, et donc effectivement, il y a peut-être une forme de critique qui n'est pas très souhaitable, parce que la ligne de partage est très délicate entre l'attaque contre les hommes et les attaques contre les idées. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. Et aujourd'hui, on a tellement peur qu'en attaquant les idées, on attaque les hommes, qu'on n'attaque plus les idées. Et ce qui nous menace aujourd'hui, c'est quoi? Là encore, c'est très banal ce que je vous dis là, c'est le relativisme. Hein. Tout se vaut, tout est égal, toutes les religions se valent, toutes les croyances se valent, toutes les idéologies se valent, tout se vaut. Hein. Et Nietzsche a écrit des choses magnifiques là-dessus, dans le Zarathustra en particulier. Donc voilà, je crois que ça c'est tout à fait exact. Hein. On est menacé par... moi j'ai écrit beaucoup sur ce sujet. Vous avez en particulier un petit texte qui est à la fin du livre qui devrait vous intéresser, qui reprend un petit peu cette idée qui s'appelle du droit de préférer. Hein, j'ai repris un texte que j'ai publié sur les philo, c'est une petite communication que j'avais fait à l'Académie du Var, du droit de préférer, en disant mais quand je déclare ma préférence, je n'agresse personne. J'ai le droit de préférer, je ne sais pas moi, le cassoulet au couscous ou une cathédrale, je n'agresse personne. On a le droit de préférer, hein, on n'agresse pas, on ne peut pas tout aimer. Hein, bon. Et je montre les absurdités auxquelles j'imagine une femme, parce que certains vont dire en même temps, mais c'est un fantasme de Grand Rouleau, ça, une femme qui, au nom de l'égalité entre les hommes, viendrait me dire à la sortie de l'auditorium, mais j'ai le droit que vous m'aimiez, que vous me désiriez, parce que je suis aussi égale que toutes les autres femmes de la planète, au nom de l'égalité et de la non-préférence. Pourquoi est-ce que je préfère ma femme aux autres? Hein, c'est scandaleux ça, et les autres alors, hein, qu'est-ce qu'elles deviennent? Bon, hein. Donc, vous voyez,
on arrive à des absurdités complètes. Je préfère mon enfant à l'enfant du voisin, bon, etc., etc. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est, là aussi c'est une idéologie tout ça, qui fait partie de la repentance. Parce qu'on est allé beaucoup trop loin, effectivement, dans l'affirmation de notre identité, de nos valeurs, de notre supériorité. Du même coup, aujourd'hui, on est passé au pôle inverse. C'est pour ça que je vous dis que Le sanglot de l'homme blanc de Bruckner, c'est un grand livre, vraiment. Et je lui ai dit, il y a 2 ans, on était à la fête du livre ensemble, je lui ai dit, c'est un grand livre, c'est son plus grand livre, Le sanglot de l'homme blanc. Hein. Donc du coup, on se sent tellement coupable d'avoir écrasé, peut-être pas écrasé tellement les autres qu'on le croit, mais enfin, peu importe, je ne suis pas historien. Du même coup, c'est vrai qu'on on frappe la poitrine et on veut à tout prix éviter ce qui fait de la peine. Moi, je disais à mes étudiants, c'est sûr que quand je vous mets 2 en dissertation, je vous fais de la peine. Hein. Alors, c'est quoi la solution? Je mets 10 à tout le monde? Je mets 10 à tout le monde. Ça aurait été reposant hein, pour moi, parce que j'ai bavé hein, dans les corrections. C'est pour ça que j'ai arrêté. J'aurais pu aller jusqu'à la limite d'âge. J'avais tellement marre de corriger les copies. Monsieur Granarolo, quand est-ce que vous rendez les copies? Quand elles seront corrigées. Et elles étaient de moins en moins corrigées. J'y arrivais plus. Bon, comme tous mes collègues, je ne suis pas une originalité. Mais c'est quoi la solution? Je préfère la dissertation à laquelle j'ai mis 15 et à celle à laquelle j'ai mis 2. Alors c'est pas bien ça, monsieur Granarolo. Il faut mettre 10 à tout le monde. Ben oui, non, on a le droit de préférer. Et on ne porte pas atteinte à l'autre. Alors, ce qui m'a frappé dans ma carrière d'enseignant, Flora parlait tout à l'heure très gentiment de ces livres qui sont malheureusement épuisés, prof de philo à la folie, mais enfin ils sont à la médiathèque, hein, vous les trouvez. Je cite beaucoup d'anecdotes. Moi j'ai été frappé, alors mes collègues enseignants, ils m'ont toujours troublé quand même beaucoup, hein, parce que les mêmes collègues enseignants que je trouvais dans les conseils de classe très critiques à l'égard des classements, c'était déjà l'idée, il fallait supprimer les notes, les classements, mais dès qu'ils arrivaient à la salle des profs, ils disaient « Tu as vu, Yannick Noah, il est passé numéro 1 à l'ATP ?» Alors là, oui, là on peut classer. Hein. On peut classer en sport, hein. On est tous attentifs au classement du PSG, de l'OM, du RCT. Là, c'est très bien, on peut classer. Il n'y a que le sport qui est resté un peu sain. Ouais. Est-ce que le RCT a fait insulte à Toulouse en le battant l'autre jour? Ben non, il n'a pas fait insulte, il n'a pas fait injure, il l'a battu royalement, pas brillamment, enfin, il a gagné. Bon, voilà. Donc le sport, j'ai écrit un texte là-dessus, hein, en disant le sport reste un modèle où on a gardé un peu de santé mentale, on admet les différences, les hiérarchies, on admet qu'on a la même chance de gagner quand on rentre sur le terrain, sur le court de tennis, mais il y en a un qui va gagner, il y en a un qui va perdre. Hein, voilà. Alors, ça sera la dernière question, l'ami. Essaye d'être bref parce que. Alors, juste pour compléter, pour répondre, je crois qu'il y a aussi un mouvement de susceptibilité revancharde historique de la part d'un certain activisme, ce qui fait qu'il y a des revendications, il y a des attitudes, presque une posture agressive. C'est vrai que les gens le ressentent. C'est diffus, c'est pas. Voilà, on le voit par exemple, vous parlez de Bruckner. Il a aussi beaucoup évolué parce qu'il a écrit un livre, L'islamophobie imaginaire, tout simplement parce qu'il s'est fait traîner en justice plusieurs fois par certaines associations, tout simplement pour avoir critiqué au point de vue idéologique l'islam. Et donc, il a bougé là-dessus, il était un peu dans cette repentance que vous citiez, et je pense que ça va nous faire du bien aussi, ça va nous resserrer quelques boulons. Ça va peut-être resserrer quelques boulons, et vous citiez le Canada. Le Premier ministre que tout le monde bade, le jeune Premier ministre canadien le nom m'échappe, oui voilà, Trudeau, et il est en train d'édulcorer des textes législatifs pour ne pas vexer, enfin c'est ahurissant. L'idée même de tribunal communautaire en complément aux tribunaux légaux, c'est en France, et je pense, je suis optimiste, confiant et donc naïf comme vous, c'est que justement la France, les gens vont se tourner vers la France comme dire, mais alors, devant ce chaos civilisationnel qui sidère la planète, est-ce qu'il y a une solution? Que dit la France? Ça fait. Non, mais moi je suis d'accord avec vous. Alors on est peut-être naïf, mais je pense qu'on a encore une carte à jouer, on a encore des choses à dire. Voilà, c'est pas être nombriliste ou cocorico que de dire ça. Bon, je pense effectivement. Donc, et le Canada, il se passe beaucoup de choses intéressantes. Moi je suis depuis longtemps, parce que je trouve que je suis allé au Québec plusieurs fois et que j'ai beaucoup d'affinités avec ce territoire, mais il se passe des choses intéressantes, parce qu'il y a des mouvements dans les deux sens, hein, qui sont en même temps en train de se rendre compte de l'impasse dans laquelle ils sont sur ces problèmes. Donc je crois que notre idée de laïcité, je terminerai par là, moi je trouve que c'est une très belle idée, c'est une idée d'avenir, et là encore, ça sera ma conclusion,
donnons-nous un petit peu, comme nous le réclamait Nietzsche, le sens du temps. C'est 1905, c'est il y a un siècle, mais c'est quoi un siècle? C'est rien, c'est hier matin à l'échelle de l'histoire. Donc on a toujours cette courte vue. On nous dit aujourd'hui il faut revisiter la loi de 1905 parce que vous vous rendez compte, ça a été écrit il y a 100 ans. Non, je vous assure, lisez le texte, moi je le trouve admirable ce texte. Franchement, je ne vois pas vraiment pourquoi on modifierait quoi que ce soit à ce texte. Et j'insiste, et je vous demande de faire comme moi. Ne dites plus jamais séparation de l'Église et de l'État, des Églises et de l'État, des Églises, c'est capital ça, c'est pas contre une Église ou contre une religion, c'est la séparation du religieux sous toutes ses formes et de la chose publique. La res publica qui est indépendante des croyances particulières qui sont de l'ordre privé, qui sont respectables mais qui ne doivent pas nous diviser et nous avons un point commun, un terrain commun en dehors de la croyance. La croyance est fondamentalement, à moins qu'il y ait une seule croyance mondiale, la croyance elle continuera jusqu'à la fin des temps à nous diviser puisqu'on n'aura pas les mêmes croyances. Est-ce qu'on peut s'unir et se réunir et vivre ensemble, beau thème qui a été suivi d'un café philo l'an dernier, est-ce qu'on peut vivre ensemble en dehors de la croyance? Ben oui, on est condamné à vivre ensemble en dehors de la croyance puisque dans la croyance on ne peut pas vivre ensemble. Et voilà, donc moi je suis optimiste effectivement, je ne pense pas être naïf, je ne crois pas, et j'essaye de donner des arguments en grand nombre que vous trouverez dans le livre, et j'espère qu'on pourra en discuter quand vous aurez lu mon essai. Merci en tout cas de vos questions, de votre attention, merci beaucoup. Merci à Philippe Canarello, merci à vous, bonne lecture. Brigitte de l'Atoll Imaginaire, la librairie Atoll Imaginaire, est à votre disposition si vous voulez acquérir le livre de Philippe Canarello et vous le faire dédicacer. A très bientôt pour une nouvelle rencontre à la médiathèque. Merci Laura.